Donc, je travaille pour B6. J'ai commencé chez B6 il y a 5 ans après mon doctorat. Mon doctorat ne parlait pas du tout du BIM, donc j'ai appris BIM sur le tas. Ce qui fait que et ma présentation et mon approche du BIM est beaucoup plus pratique probablement que ce que vous avez entendu ce matin. B6, pour quand même faire un petit peu de pub, c'est 18 000 personnes, 18 000 employés dans le monde, une vingtaine de pays. Nous sommes actuellement actifs dans les pays en bleu foncé sur la carte, donc un petit peu partout dans le monde. Pas vraiment dans tout ce qui est Amérique. Un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards d'euros. Et puis nous sommes actifs en tant qu'entreprise générale dans l'exécution, bien sûr. L'exécution de stades de foot, d'hôtels, de parcs d'attractions, de bâtiments, d'infrastructures, aussi de développement immobilier. Nous avons une filiale B6 Real Estate. Et puis aussi dans la concession, dans l'entretien, dans la gestion, notamment de stations d'épuration au Moyen-Orient et au Sri Lanka. Ce qui concerne le BIM, alors, nous avons commencé également il y a 5 ans, c'était ma première mission, c'est d'implémenter le BIM dans l'entreprise. Nous avons fait aujourd'hui environ une vingtaine de grosses soumissions BIM et une quinzaine de projets en exécution. En termes de nombre de ressources pour faire le BIM, alors vous l'envoyez, c'est que 4 coordinateurs ou managers BIM, c'est déjà pas mal. Je ne pense pas qu'il y ait une seule entreprise en Belgique qui en ait autant plein temps. Il y a 8 techniciens BIM, donc les modélisateurs qui créent du contenu, et puis nous sous-traitons, nous sommes entreprise générale, nous sous-traitons toute une partie de la modélisation dans ces 22 pays. Nous avons, je pense, environ aujourd'hui 115 personnes qui modélisent en plein temps dans le monde entier pour nous. Nous maîtrisons la plupart des logiciels, et puis ici, il y a quelques points qui montrent notre expérience dans le BIM. Et comme le titre de la présentation disait, je vais essayer de vous expliquer pourquoi on a démarré le BIM et comment le BIM a été vecteur pour faire la promotion de l'innovation de manière plus générale. Alors, un constat très simple, ce que toute entreprise veut, et B6 aussi, c'est faire du profit et grandir, donc augmenter sa profitabilité et son volume, son chiffre d'affaires. Ce que nous avons vu ces derniers temps, 15 dernières années, c'est que notre profitabilité a diminué de 43%. Donc en gros, on est de moitié moins profitable que dans le passé. C'est valable pour B6, mais c'est valable pour l'entreprise de la construction en général. Il y en a même qui ont dû fermer et qui sont plus profitables du tout. D'autre part, on s'est aperçu, et ça ce n'est pas une statistique B6, c'est une statistique du secteur, qu'il n'y a que 5% des projets qui finissent dans le budget et à temps. Donc 95% des projets coûtent plus que prévu initialement. On se la gare entre autres ici, et sont hors du planning. Donc il y a une non-satisfaction du client, évidemment. Et puis lorsque nous regardons le type de projet, nous avons construit la tour la plus haute du monde, Burj Khalifa ici, c'est de plus en plus grand, c'est de plus en plus compliqué, et puis il y a de plus en plus de certifications. BRIAM, LEED, mais il y a toute une série d'autres certifications que vous connaissez évidemment. Donc c'est de plus en plus compliqué, et il y a de plus en plus de risques. Alors, ça a un impact sur la satisfaction du client, donc ça c'est un peu pour schématiser le contexte, ça a un impact sur les coûts d'échec aussi. Aujourd'hui, nous voyons que les coûts d'échec sont 4 à 13%, profitabilité, c'est environ 0 à 5%. En d'autres termes, si je réduis mes coûts d'échec par un facteur 2, je double la profitabilité de mon entreprise. Je vais beaucoup parler d'argent, c'est pour contraster avec ce qui a été fait ce matin. Alors nous pensons que mieux gérer l'information, c'est une des clés du succès aujourd'hui. Bien sûr, il faut des experts techniques qui savent calculer, construire, planifier, mais sans bonne gestion de l'information, on n'y arrivera pas. Alors, je ne vais pas vous montrer, d'habitude je le fais, mais toute une série de projets où nous exploitons BIM, juste en un slide, les différents domaines d'application pour l'instant, dont l'extraction de plans, donc on est un peu plus productif, un peu plus rapide qu'avant, sont surtout de meilleure qualité et cohérents. Deuxièmement, l'extraction de métrés, donc des quantités beaucoup plus précises et mises à jour, meilleure visualisation et communication avec le client, avec les sous-traitants, meilleure synthèse et coordination des différents corps de métier, primordial pour nous, meilleure visualisation et planification, simulation 4D, peut-être vous avez entendu parler ce matin. Je viens du bureau d'études de B6, donc nous essayons de faire le lien entre les modèles BIM et les modèles éléments finis, notamment pour l'analyse structurelle, mais ça peut être aussi pour les simulations énergétiques par exemple. Et puis un domaine que nous sommes en train petit à petit d'explorer, c'est tout ce qui est life cycle management. Je pense que la majeure partie des gens sont des architectes dans la salle, donc
Vous connaissez le principe mieux que moi. Qu'est-ce que ça donne depuis 5 ans? Nous sommes aperçus que nous avons 6 fois plus de chances de gagner une soumission en utilisant le BIM, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Deuxièmement, sur base des statistiques de chiffres du Grand Musée du Caire, Grand Musée égyptien au Caire, nous sommes aperçus que sur base de 26 000 collisions, 26 000 clashs, cela coûte 80 € en moyenne pour détecter et solutionner le problème virtuellement dans la maquette numérique, par rapport à une statistique américaine qui dit que ça coûte 1 000 $ de détecter et solutionner le problème sur le chantier. Donc, 11 fois moins environ. Donc l'idée de construire virtuellement et de faire les erreurs virtuellement avant de le faire physiquement, c'est un des principes de base du BIM, je pense, vaut vraiment la peine. Si vous faites plus ou moins 1000 fois 26 000 problèmes, c'est potentiellement 26 000 $ d'économiser. 26 millions de dollars économisés. Sur un projet qui en vaut 700 millions dans le cas du musée du Caire. Ça, c'est l'introduction au BIM. Alors, nous voyons qu'il y a un retour sur investissement. Ça fait que 5 ans qu'on est occupé. J'ai potentiellement économisé 26 millions sur un seul projet. C'est beaucoup plus que coûtent mes 4 coordinateurs et mes BIM modélisateurs. Donc, on s'est posé la question, il y a probablement toute une série d'autres domaines que nous avons ratés. Donc, pourquoi est-ce que nous devons innover tout d'abord? J'espère qu'il n'y a pas d'économistes ou de financiers dans la salle, ils vont me tuer sur les définitions. Je suis ingénieur civil. Je reprends une idée toute simple. Le profit d'une entreprise, c'est égal à la taille du marché, la marge qu'on se fait sur nos projets, moins les coûts fixes. Si on décompose plus largement, la taille du marché fois la part que j'ai de ce marché, hein, c'est mon volume. La marge, c'est le prix moins mes coûts variables, et puis j'ai mes coûts fixes. Si je veux augmenter ma profitabilité, c'est très simple, ou j'augmente la taille du marché, c'est pas toujours aussi simple, ou j'augmente les parts du marché, peut-être possible, ou j'augmente le prix, donc ce que je demande à mon client, donc plus mon prix est haut, moi j'ai de chance de gagner le marché, hein, ça, surtout le marché public. Les variables et coûts fixes, il faut les diminuer le plus possible. Là, jusqu'à là, je pense qu'on est tous d'accord. Par contre, lorsque je veux augmenter mon profit, je pourrais travailler de gauche à droite ou de droite à gauche. Et l'immense majorité des entreprises travaillent de droite à gauche. Plus de profitabilité, donc on coupe les coûts. On vire les gens, par exemple. Nous, ce que nous avons essayé de faire, c'est essayer de réfléchir comment, grâce à l'innovation, je peux aller de gauche à droite. Augmenter la taille du marché, augmenter mes parts de marché, demander plus à mon client, donc lui offrir plus. Ici encore un schéma qui l'illustre surtout pour le domaine de la construction. En général, lorsqu'on démarre une société, ici que ça a commencé il y a 115 ans, on démarre en haut à droite. On détecte une niche, on démarre sa société, on n'a pas de concurrence, on a beaucoup de frais de développement. Je suis en haut à droite. Donc j'ai beaucoup de coûts, beaucoup d'investissements à faire, mais j'offre beaucoup de valeur à mon client. Après quelques années, j'ai un petit peu optimisé mes coûts de production. Donc je diminue le coût, l'investissement, et j'offre toujours beaucoup de valeur. Je n'ai pas encore de compétiteurs. Donc après un petit temps, la compétition s'installe, je peux essayer de la repousser via patenting, via des brevets. Et donc je tombe dans la case en bas à gauche. Donc j'ai toujours des coûts qui sont aussi bas. Par contre, la valeur, vu que je ne suis plus le seul à l'offrir, diminue également. Alors c'est là que vient l'innovation. On peut continuer à diminuer les coûts, par exemple engager des commerciaux qui font de la pub, etc. En soi, je diminue pas beaucoup, ça vous le comprenez. À un moment, je ne peux pas plus diminuer mes coûts que ce que je veux, et je reste bloqué dans cette case ou même pire, j'augmente de nouveau mes coûts. Justement, j'engage des commerciaux à court terme pour qu'ils fassent plus de pub, mais intrinsèquement, je ne rajoute aucune valeur à ce que je propose. Donc, tôt ou tard, j'arriverai dans cette phase-ci et puis je fermerai. Plus de profitabilité. Alors, ce qu'on essaye vraiment, c'est vraiment d'expliquer aux gens, c'est lorsqu'on innove, on veut absolument rajouter de la valeur. Pas diminuer des coûts, mais rajouter de la valeur. Je vous ai expliqué ce schéma pour, lorsque nous essayons de déterminer les futurs domaines d'innovation, la première question qu'on se pose, c'est comment est-ce que je rajoute de la valeur pour mon client? Tandis que la plupart des entreprises se posent la question, comment est-ce que j'économise de l'argent? Je ne veux pas économiser de l'argent. Enfin,
Je ne veux pas, ce n'est pas ma priorité absolue. Si je veux être le moins cher possible, j'outsource tout en Inde. Ça ne fonctionne pas toujours. On le fait, hein, avec les Philippines, pas vraiment. Donc première question, c'est comment je rajoute de la valeur pour le client. Ça me permet d'augmenter mes parts de marché et d'augmenter mon prix. Vous vous souvenez, je vais aller de gauche vers la droite. Deuxième question, c'est comment est-ce que je peux être enfin plus efficace. Ça, c'est de droite vers la gauche, donc diminuer mon coût. Et troisième point, c'est en innovant. Parfois, je crée un marché, c'est de nouveau de gauche vers droite. Je crée un nouveau marché, je vais y revenir plus tard. La robotisation du monde de la construction, je pense que c'est en Belgique un nouveau marché en tant que tel. Donc, je crée un nouveau marché, donc j'augmente potentiellement ma profitabilité puisque je démarre en haut à droite et je commence à faire le tour. Je vais rajouter en gris quelques pensées, c'est que par rapport au BIM et à la gestion d'information, quelle est la valeur ajoutée pour le client? En fin de compte, je veux lui promettre des bâtiments de meilleure qualité. Pour avoir des bâtiments de meilleure qualité, il faut que les systèmes soient intégrés, éclairage, ventilation, etc. Pour qu'ils soient ainsi intégrés, les systèmes doivent se parler et donc il faut de l'information intégrée, ce qui est la maquette numérique, ce qui est le BIM. Deuxième chose, pour réduire mes coûts, réduire les coûts d'échec, je dois pouvoir optimiser. Pour optimiser, je dois pouvoir analyser. Pour analyser, il me faut des données. Même chose, il me faut de l'information intégrée qui me permette d'analyser, qui me permette d'optimiser, qui me permette peut-être d'automatiser. Donc je reviens toujours à l'information intégrée. Et troisième chose, je vous en parlais, je pense que la robotisation ou l'automatisation en tant que telle est un nouveau domaine, donc qui peut me permettre d'explorer un nouveau marché. Alors, quels sont les domaines de base? J'ai repris une figure du CSTC. Qui colle exactement à ce qu'on veut faire. Je pense qu'il y a trois grands axes. Il y a la gestion de l'information, le BIM. Je dirais le passé. Voilà. Il y a la gestion de l'information, le BIM. Et puis c'est du Systems Engineering du Room by Room. Je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais il n'y a pas que le BIM, hein, évidemment. Deuxième chose, il y a Internet of Things. Peut-être vous en avez entendu parler. Les objets peuvent se parler et capter de l'information. Troisième chose, automatisation, robotisation. Ici, nous collectons l'information. Ici, nous gérons l'information et en haut, nous exploitons l'information. Okay, ce sont les trois grands axes d'innovation que nous avons identifiés comme étant au moins à moyen terme des objectifs à atteindre. Je suis de domaine privé, donc on ne perd pas de temps. Hein. On a commencé à faire quelques pas dans cette direction-là. Par exemple, scanning 3D. Là, c'est le Business Center de B6 à Bruxelles. On l'a scanné dans le cadre d'un travail de fin d'études. C'était il y a 1 an et demi. Il y a 1 an, même pas, on a appliqué la technologie sur la rénovation d'un tunnel des années 50, tel ce tunnel aux Pays-Bas. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas sûrs que les plans des Pays-Bas étaient exploitables. Et donc, on veut éviter la surprise lors de la rénovation du tunnel, que tout ce qui est coloré, donc tout ce que nous avons conçu et modélisé ne rentre pas parfaitement dans le tunnel existant. Donc le gris du nuage de points colorer ce que nous avons conçu. Donc là, je suis encore dans ma niche, hein, je propose quelque chose que relativement peu de gens proposent, et puis ça va très vite. Ah, vous me sauvez la vie si c'est pour moi. Si c'est pour moi. Et puis ici, Abu Dhabi, un centre, un parc d'attractions Warner Bros à Abu Dhabi, où là c'est même plus un luxe. Pour gagner le contrat, nous avons entre autres l'obligation d'installer et de couler du béton. Nous avons 48 heures pour superposer le nuage de points à ce qui a été construit et prouver que nous sommes dans les tolérances de construction. Vous voyez ces 4 cases, le cycle ça va très vite. Hein. Ici en l'espace de 2 ans, entre ça et ça, je vais explorer quelque chose à être le pionnier ou un des premiers, early adopter, vers il faut le faire pour pouvoir participer. Donc d'autres perspectives futures, je vous parlais de l'automatisation et la robotisation. Quand on parle de Internet of Things et de BIM, hein, de collection d'informations et de partage d'informations, ça peut servir à tous les stades d'un projet. Pour nous, entreprise générale, en soumission, nous aimerions vraiment avoir des bases de données intelligentes qui se parlent, qui permettent d'avoir un risque beaucoup moins élevé sur le prix. Dans les coûts d'échec, il y a plusieurs sources, mais le prix initial, c'est un risque énorme que nous prenons.
Aujourd'hui, ce prix, bien sûr, c'est les quantités que nous extrayons du BIM. C'est très difficile, on va dire, s'il suffit d'un bon système de classification des objets. Mais il y a le prix unitaire et il y a la main-d'œuvre aussi. La main-d'œuvre, les différences, lorsque je vais chez personne A, B ou C, là, on va dire un maçon, c'est maçonner 10 mètres carrés, l'autre va dire 15, l'autre va dire 20, il y a 50, il y a 100% de différence. Donc le risque sur le prix est énorme. Aujourd'hui, B6, plus grande entreprise de Belgique active dans la construction, n'a pas de base de, n'a pas de base de données pour faire ces prix, pas de base de données centralisée. Donc il y a vraiment un problème. Et on est quand même encore profitable. En conception, de nouveau, je viens du bureau d'études. Oui, là, il est clair que tous les algorithmes permettent d'alléger le poids propre de nos structures, ça c'est certain. Je pense que nous pouvons vraiment exploiter les maquettes numériques pour augmenter la constructabilité, si ce mot existe, la constructabilité et la sûreté de ce que nous concevons. C'est très important en tant qu'entreprise générale. Là, je suis sur un Liquid Natural Gas, LNG terminal à Bahreïn. Le client, il s'en fout de savoir qu'on économise 5 ou 10 ou même 1 tonne d'acier. Il veut 0 accident. Objectif numéro 1, c'est 0 accident sur le chantier. Comment la maquette numérique peut m'aider à atteindre cet objectif? C'est une autre manière de voir l'exploitation de la maquette numérique. Procurement, l'achat. Je pense que nous pourrions prendre l'exemple sur la grande distribution, donc les supermarchés, pas de stock. Just in time, just enough. Les stocks, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, ça prend de l'espace sur nos chantiers. De nouveau, la maquette numérique, mais pas que ça, les 3 piliers dont je vous parlais peuvent vraiment nous aider à diminuer drastiquement ces stocks sur chantier. C'est une source de vol aussi d'ailleurs. Et puis lors de l'exécution, lors de la construction, j'aimerais vraiment de plus en plus aller vers un système où un chantier devient un endroit où on assemble des choses préfabriquées autre part. Ça diminue le risque d'accident, ça augmente la vitesse de production. Donc pour cela, il faut de bonnes maquettes numériques, évidemment, et il faut de bonnes simulations. Ici, un petit schéma que j'ai repris d'un hôpital aux États-Unis, mais que je trouvais pas mal. La plupart de nos entreprises se trouvent ici. Donc, entreprise générale, de nouveau. On reçoit un dossier du client. Ça dépend des pays. On reçoit des plans d'exécution, on les fait soi-même. Et puis, on exécute, on installe, on coupe du béton, on installe des techniques spéciales. De temps en temps, certains font une maquette numérique, un BIM. Et cette maquette numérique est un petit peu déconnectée de la réalité. Elles le font pour communiquer avec le client, pour en faire des rendus, parfois pour contrôler des métriques. C'était nous il y a 5 ans. Je pense que maintenant, on est ici, c'est-à-dire que chaque fois qu'on reçoit de l'info du client, on essaie de l'intégrer dans notre maquette numérique. Et entre autres, les plans sont un produit qui provient de la maquette numérique. Ça augmente l'exploitabilité, mais aussi la confiance qu'on peut accorder à notre produit fini. Ce que nous installons, et ce que nous avons conçu, on sait que c'est la même chose grâce au maquette numérique. La troisième étape que j'aimerais atteindre, je ne sais pas quand, c'est pourquoi parfois encore produire des plans. Produire des plans, c'est une source d'erreur, ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup de main-d'œuvre. Je pense que si nous avons une maquette numérique que nous savons fabriquer, pas pour tout, mais pour certaines choses, plus besoin de plans. Alors, c'est un peu notre vision de l'innovation. Maintenant, j'ai essayé d'intégrer le BIM et d'autres choses chez V6. C'est pas simple. Quand je suis arrivé, c'était juste après mon doctorat, j'avais 28 ans. J'ai dû expliquer à nos dessinateurs qui ont une moyenne d'âge de 52, 53, comment fonctionne Revit. Ils s'en foutent de Revit, totalement. Et j'ai appris quelque chose après coup, et j'ai passé un peu de temps à Stanford University, et je trouvais ce schéma pas mal. Quand on veut changer quelque chose, il faut expliquer d'abord aux gens, pas comment ou qu'est-ce qu'on va changer, mais pourquoi on change les choses. J'ai dû expliquer à mon équipe pourquoi est-ce qu'on doit changer quelque chose. Donc c'est d'abord le why. Il faut convaincre les gens que le changement est nécessaire. Ensuite, on leur explique, on les éduque et on leur explique qu'est-ce qui va changer. Et puis, comment on va changer les choses. Le comment, c'est ensuite on en arrive à Revit et aux formations ou à Archicad. Enfin, je ne peux pas faire trop de pub ou Tecla. Et donc, je pense que lorsque vous allez bientôt, vous êtes en train d'innover, posez-vous toujours la question, est-ce que tout le monde dans l'équipe, est-ce que mes partenaires, est-ce que mon client, est-ce que mes sous-traitants ont compris pourquoi est-ce que je veux changer les choses? Puis, qu'est-ce que je vais changer et puis comment je vais le changer?
une petite remarque intermédiaire. Puis on en arrive à l'innovation et la ressource. Les ressources, pardon, et j'en arrive aux universités et aux écoles supérieures. Trois connaissances et parfois concurrents. Max Bögel, établi en Bavière, 1,6 milliard de chiffre d'affaires. Ils ont 12 personnes concentrées 100% du temps sur l'innovation. DPR, Californie, États-Unis, 3 milliards de chiffre d'affaires, 15 personnes en innovation. MT Hogarth, Danemark, 1 milliard de chiffre d'affaires, 10 personnes. B6, vous vous rappelez, 2 milliards de chiffre d'affaires, 0,5 personnes sur l'innovation. Donc, normalement, il me faudrait environ 15 personnes pour être aussi innovant qu'eux. Donc, il me manque 30 fois les ressources nécessaires. Je ne vais pas les recevoir, malgré que j'ai une très bonne direction, je ne vais pas les recevoir. Le système culturellement un petit peu différent aussi. Alors, ma manière d'innover, j'ai les bonnes idées, j'ai les problèmes, enfin certains, pas toujours, mais j'ai les problèmes et je n'ai pas le temps. Et c'est là que j'en appelle à quelque chose, j'ai appelé ça Industrial PhD, c'est le doctorat industriel. Nous avons besoin de vous, certains d'entre vous, pour innover avec nous. Alors je sais que traditionnellement en Belgique, lorsqu'on veut faire un doctorat ou un travail de fin d'études, souvent on essaie d'obtenir une bourse, etc., etc. Je pense qu'on va pouvoir établir un lien beaucoup plus direct entre les entreprises, les écoles supérieures et les universités. Donc dans quelques années, aujourd'hui déjà, je suis en compétition avec ces acteurs-là. Ils ont 30 fois plus de capacité aujourd'hui que nous. J'aimerais vraiment que ça change. Et donc, je vous invite tous, pas seulement B6, de nouveau, mais c'est valable pour toutes les entreprises en Belgique. Aidez-nous à faire la différence. Alors, de nouveau, nous n'attendons pas. Donc, nous avons déjà fait quelques pas modestes. Je vous parlais d'un travail de fin d'études, c'était avec l'ECAM, donc ingénieur industriel à Bruxelles, Beam to Scan, Scan to Beam, pardon. Premier sujet, c'était il y a 4 ans à l'UCL, utilisation du BIM lors de l'évaluation du score BRIAM d'un projet. Je sais très bien que sur 100 sujets, sur 100 travails de fin d'études, il y en a peut-être 1 ou 5 qui vont vraiment amener un résultat, il n'y a pas de problème. C'est pas parce que je suis dans une entreprise que je ne suis pas au courant de ça. Belgian Guide, François Denis, a rédigé un guide. Nous avons essayé de contribuer avec notre expérience à ce guide. Aujourd'hui, nous avons 2 sujets de travail de fin d'études, un avec la VEB, un avec l'UEB, aucun avec Liège, donc je vous invite à nous contacter, sur l'utilisation, pas seulement du BIM, mais de la robotisation et de l'automatisation dans le monde de la construction, voir quels seraient les domaines d'application potentiels. Internet of Things, je vous en parlais. Et puis, Mohamed, il est ici, je l'ai vu tout à l'heure, qui s'intéresse au sujet du BIM pour le FM, Facility Management, donc la gestion du patrimoine, entre autres du patrimoine. Alors, quelques minutes pour terminer sur 2-3 images. De nouveau, lorsque vous voulez implémenter BIM, que ce soit université, école supérieure ou entreprise, je pense que ça revient plus ou moins au même. Quelques points d'attention quand même. Donc ne vous concentrez pas que sur les personnes ou que sur les outils, mais aussi sur les personnes et le process. Ça a d'installer de nouveau Revit pour tous vos étudiants, à espérer qu'ils ressortent en tant que BIM manager, ça ne fonctionnera pas. Nous, ce que nous avons fait, c'est on s'est concentré sur nos employés. On a dit, on leur demande un effort supplémentaire, on doit les convaincre pourquoi, il faut leur offrir quelque chose. Donc on leur a offert un nouveau plan de carrière. Je vous cite concrètement, ça voudrait dire que le dessinateur BIM, on peut devenir BIM manager. Ce qui était impossible avant, c'était réservé à l'élite d'architectes et d'ingénieurs. Deuxième chose, c'est qu'ils ont droit à une voiture de société, par exemple, ce qui était impossible avant. Donc vous voyez que tout a un prix. Donc il faut leur offrir un plan de carrière. La deuxième chose, c'est on les forme à chaque niveau, peu importe le nom, le titre, mais à chaque niveau, ils ont une formation spécifique. Au début, tout est donné en interne chez nous, après un petit temps, c'est donné en externe, on ne peut pas être spécialiste en tout. Mais nous leur demandions de faire un effort, et c'est plus dur, je pense, parfois pour la génération un peu moins jeune, c'est de ramener un livre à la maison, ou de regarder YouTube, c'est ça encore plus dur. On leur demande vraiment une proactivité, il faut qu'ils apprennent une grande partie du temps totalement seuls.
Et puis on les forme la plupart du temps sur de vrais projets et pas sur des exercices dans des bouquins parce que autrement ça fonctionne. Dernière image, je pense. On y va modestement et graduellement aussi. Premier point, le protocole BIM, j'ai entendu, je suis rentré juste avant la pause, hein, l'importance du protocole BIM, du BIM Deployment Plan. Nous essayons de le rédiger dès le départ, c'est pour ça que j'ai 4 coordinateurs BIM. Leur fonction principale, c'est comprendre les besoins du client, les traduire dans le protocole BIM, se mettre d'accord avec le client et ça devient une pièce jointe de contrat. Nous et le client, et nous et nos sous-traitants exactement. On est tous d'accord sur les règles du jeu du BIM. Primordial. Plus important que le logiciel, même si le logiciel peut être indiqué dans le protocole. Deuxième chose, soyez opportuniste. Quand j'ai démarré le BIM pendant 2 mois, j'ai fait des maquettes numériques pour des animations 3D pour le directeur commercial. Ok, ça ne m'intéresse pas du tout, mais je savais que je devais passer par la case commerciale parce que eux allaient faire ma pub auprès des clients qui allaient demander plus et ça me permettait d'agrandir mon équipe. Soyez modeste, mais soyez quand même opportuniste lorsque vous voulez implémenter quelque chose. Et puis, sachez analyser avant de vouloir optimiser. Hein. Bon, c'est assez logique ce que je dis, mais il y a plusieurs BIM. Il n'y a pas le BIM parfait. En tout cas, moi, je pense au BIM ad hoc. Hein, à chaque problème a son BIM. Donc, dans votre bureau d'études, dans votre bureau d'architecture, dans notre département, chacun a un peu sa manière de fonctionner. Essayez de bien comprendre comment vous fonctionnez et ensuite adopter des techniques de modélisation, de gestion de l'information qui collent à la manière dont vous travaillez. Vouloir changer le monde grâce à une nouvelle technologie, déjà votre direction ne va pas oser probablement et ça ne fonctionnera pas. Donc il vaut mieux y aller vraiment crescendo. Nous, par exemple, ce qu'on a fait, c'est on s'est posé la question qu'est-ce qu'on produit en termes de délivrable 2D? Qu'est-ce qui vaut la peine d'être mis en 3D? Est-ce qu'il y a un intérêt d'y rajouter le temps? Est-ce qu'il y a un intérêt d'y rajouter, c'est où on en est environ aujourd'hui, d'y rajouter la productivité, le coût unitaire pour faire la gestion du budget d'un projet? On a démarré au bureau d'études. Enfin, moi, je suis du bureau d'études. Comme je vous ai dit, j'ai d'abord aidé nos commerciaux, donc soumission, et l'extraction des métriques, etc. Puis on en est arrivé au planning et méthode, 4D, et puis maintenant on en est sur le chantier. Donc allez-y vraiment crescendo, pas par pas, département par département, car tout vouloir faire, ça ne marche pas. Voilà environ en une demi-heure. C'est ce que je voulais vous raconter sur notre vision du BIM. Je n'ai pas montré énormément de projets, une autre fois je pourrais vous les montrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Si vous avez droit à des questions, vous pouvez envoyer un mail. Merci beaucoup.